On est parti pour le point actu hardware de cette semaine. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui dans ce point actu hardware. On a un programme assez diversifié, pas mal de choses, ça fait plaisir. On va commencer par des bons plans d'abord gratuits et ensuite des promos. On approche du Black Friday, donc on va avoir une pluie de promos plus ou moins intéressantes jusqu'au Black Friday. En plus, après, on va avoir Noël, donc pareil, hein, les promos à Noël, voilà, il y en a pas mal. Ne rêvez pas de promos sur les cartes graphiques. On reparlera des cartes graphiques à la fin, mais si vous attendez le Black Friday pour acheter une carte graphique, laissez tomber. Vous n'aurez pas de promo déjà, c'est déjà assez dur d'en trouver comme ça, donc les promos, faut oublier. Après les bons plans, on parlera rapidement d'émulation légale. C'est le patron de Xbox qui nous en parle. On va essayer de décrypter un peu ça, mais c'est autant une vraie annonce pour l'émulation légale que un peu de la communication pour enfoncer la concurrence. Faut pas se mentir. Ensuite, on parlera de quelque chose qui m'a pas mal surpris chez Apple, qui veut encourager la réparation des iPhones par les particuliers. Ça, je vous avoue que je m'y attendais pas. Il y a encore des zones d'ombre. On ne sait forcément pas tout, mais c'est euh, c'est un peu à contre-courant de ce que fait Apple d'habitude. Donc, assez intéressant. Ensuite, on parlera de différentes puces, SoC, processeurs, tout ça. On passera ensuite chez Intel qui a encore et toujours des petites news à nous donner. J'adore les news d'Intel, hein, depuis la 12e génération. J'avoue que Intel me hype bien plus qu'avant, même si on attend toujours leur carte graphique, mais ça on attend, on attend. Et on parlera ensuite de carte graphique. D'abord, petit point, carte graphique pour Battlefield 2042. Voir qu'est-ce qu'il faut comme carte graphique pour jouer à Battlefield suivant votre résolution et vos réglages graphiques. Ça aussi c'est pas mal intéressant. On va, on va voir que on n'a pas forcément besoin d'avoir une 3090 pour jouer dans des bonnes conditions au jeu dernière génération. Je pense que Battlefield, ça a l'air d'être quand même un jeu assez exigeant en termes de ressources. Donc c'est assez intéressant. Et d'autres petites news, cartes graphiques, Nvidia, AMD, tout ça, on finira partie carte graphique avec le point stock et prix qui nous fait encore et toujours pleurer des larmes de sang, hein, ça ne change pas. Et on finira avec une petite config sympathique avec un de mes boîtiers préférés en termes de design et tout, hein. En termes de prix, c'est juste indécent, mais en termes de design, c'est dans mon top 10 des boîtiers ever, donc quelque chose de goût. On va du coup pouvoir commencer tout de suite avec les bons plans d'abord les bons plans gratuits, on adore les bons plans gratuits, des jeux offerts sur l'Epic Game Store, hein. On a l'habitude maintenant, mais cette fois, au lieu d'avoir un seul jeu d'offert, on en a trois, même si c'est pas vraiment trois jeux. Le premier, c'est un vrai jeu. Il s'agit de Guild of Dungeoneering. Connais pas. On parle ici d'un dungeon crawler au tour par tour avec des cartes à collectionner. J'ai vu vite fait une preview du jeu et en fait c'est vous qui fabriquez un peu votre donjon avec ces cartes. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie assez intéressant, hein, pour les gens qui aiment réfléchir et qui aiment les dungeon crawlers. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est assez simple visuellement, mais le jeu a l'air de très bien marcher. Donc ne vous privez pas, c'est gratos, c'est sur l'Epic Game Store, vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Vous n'êtes même pas obligé de le télécharger dans l'instant, vous pourrez voir plus tard si vous avez le temps d'y jouer. Mais faites-le parce que c'est disponible pendant une durée limitée. Ensuite, deuxième jeu
qui est pas vraiment un jeu, hein. On parle ici plus d'une expérience. Il s'agit de Kid Amnesia Exhibition, euh, une expérience pour redécouvrir des œuvres d'art originales et des enregistrements pour commémorer les 21 ans de Kid A and Amnesiac de Radiohead. Encore une fois, si vous aimez, ne vous privez pas, c'est gratos pendant une durée limitée, même si vous n'êtes pas sûr d'aimer. Dans le doute, ajoutez-le à votre bibliothèque, vous verrez plus tard si déjà vous avez le temps et si vous aimez ou pas. Mais c'est gratuit, donc assez peu de raisons de ne pas y aller. Le dernier titre, on revient un peu dans le jeu, mais pas totalement. C'est un peu une expérience, un peu un jeu narratif, tout ça. On est ici sur Never Alone, Kishima Ingichuna. J'espère que je prononce pas trop mal. C'est un jeu qui a été développé en collaboration avec une tribu d'Alaska, les Inupiat. Encore une fois, j'espère que je ne prononce pas trop mal. Et qui se base sur un conte de cette tribu, qui est un conte ancestral, hein, qui perdure de génération en génération. Donc voilà, un peu de joli, de gentil et ça fait plaisir. En vrai, on n'est pas les jeux vidéo, c'est pas forcément que du FPS, que des trucs où on doit tuer les autres. On peut aussi être dans un moment de détente, de découverte, d'exploration, d'immersion, tout ça. Encore une fois, c'est gratuit, c'est sur l'Epic Game Store. Régalez-vous, c'est un jeu qui a eu plusieurs prix, hein, petit jeu indépendant et tout. Donc allez-y les yeux fermés si vous adorez les jeux d'histoire. Après les bons plans gratuits, on passe aux promos, hein. Ça reste des bons plans, mais là il faudra débourser un peu d'argent. D'abord, des réducs sur le matériel Razer chez Amazon. Des réducs plus ou moins intéressantes, hein, on va pas se mentir. Je suis allé voir vite fait. Il y a clavier, casque, souris et aussi lunettes. Toutes les promos ne sont pas intéressantes, mais il y a deux promos qui sont vraiment intéressantes. Une où il y a 50% de promo et l'autre on n'est pas à 50% mais on s'en rapproche. Ce sont les souris. On a ici la Viper Mini qui passe à 25 euros. Donc petite souris filaire assez classique, mais du coup très peu cher, surtout pour du matériel Razer. Et la Defader V2 Pro qui est à 90 euros, bien plus cher pour une souris, mais celle-ci elle est sans fil, donc toujours, toujours bien plus cher, hein, les souris sans fil. Salut Georges. Ouais, très bonne blague, mais pas très haut niveau pour, pour les Français, plutôt une blague d'enfant. Mais bon, on te pardonne Georges, on sait que le français n'est pas ta langue maternelle. Donc voilà, hein, du petit stuff Razer, si vous êtes fan de la marque et que vous ne jurez que par les claviers souris Razer, profitez-en. Il y a des promos plus ou moins intéressantes. Ah, papa, plus enfant blague, mais il n'y a aucun problème, on accepte, c'est des blagues bienveillantes. Du coup, on apprécie. Après le stuff Razer, petite promo sur un processeur. Processeur intéressant pour une raison assez simple, c'est qu'il embarque une partie graphique intégrée. On sait qu'aujourd'hui, acheter une carte graphique, ça coûte bien trop cher. Et, euh, et malheureusement, ce n'est plus devenu à la portée de tout le monde. Donc, donc voilà, franchement, c'est un bon plan. Il est à un prix très intéressant, 250 euros pour ce Ryzen 5 5600G. On se rapproche d'un Ryzen 5 5600X, mais en étant légèrement en dessous en termes de perf. Par contre, on y ajoute la partie graphique intégrée qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux. Alors, quand même, à apprendre, moi j'ai, comme d'hab, hein, je regarde un peu ce que je présente. Dans cet article, on nous dit que ce processeur, avec sa partie graphique intégrée, vous permettra de jouer à tous les jeux
Oui et non, ce n'est pas totalement vrai, il vous permettra de jouer à quasiment tout, oui, mais il faudra aller bidouiller un peu la qualité des graphismes, hein, forcément. On peut pas faire tourner tous les jeux à fond avec une partie graphique intégrée, sinon personne n'achèterait de carte graphique. Et si c'est pas du Full HD, laissez tomber. Au-dessus de 1080, les parties graphiques intégrées, elles commencent à bien galérer. Ça n'empêche que à 250 euros, c'est un très bon processeur. Vous n'avez pas besoin de rajouter une carte graphique qui coûte en ce moment forcément plus cher que 250 euros, même si vous voulez vraiment l'entrée de gamme des cartes graphiques. Donc c'est plutôt intéressant si vous comptez vous faire une petite config. Pour du gaming, c'est très bien et on peut se dire on achète ça et plus tard, quand les cartes graphiques sont revenues un peu à des tarifs plus acceptables, on ajoutera une carte graphique. C'est un très bon processeur. Petite partie écran, toujours les promos. D'abord, une masterpiece de Samsung, hein, le G9. Voilà, on ne le présente plus, hein, 49 pouces, QLED, actuellement à 1229 euros. Alors c'est cher, on va pas se mentir, hein, 1229 euros pour un écran c'est cher, mais c'est moins cher que d'habitude parce qu'il est en général plus dans les 1500 euros. Donc ça fait quand même une vraie réduc. Et ensuite, on parle quand même d'un écran qui fait 49 pouces, donc juste énorme. Est-ce qu'on a le visuel? Voilà, petit visuel, hein, voilà. Écran juste énorme, 49 pouces, incurvé, jusqu'à 240 Hz en taux de rafraîchissement. Donc voilà, hein, vous pouvez tout faire avec, du gaming compétitif, du simulateur et à peu près tout ce que vous voulez. On est quasiment sur un format de télé. Alors bien sûr, il est en 32 neuvième, donc il est bien moins haut qu'une télé, mais c'est assez ouf comme écran. Petit point en plus, du coup 32 neuvième, format très chelou, on va pas se mentir, mais qui correspond à deux dalles 16 neuvième collées, donc comme si vous aviez deux écrans collés, ils sont incurvés, mais deux écrans collés, avec la possibilité en plus de vraiment séparer votre écran en deux, une chose qui est gérée nativement par l'écran, donc plutôt pas mal, avec en plus la possibilité de mettre deux sources en même temps. On est sur un écran très haut de gamme, clairement, mais ça reste un des plus beaux écrans très haut de gamme du marché, hein. Et en plus, vous avez la qualité Samsung derrière. Donc, si c'est le genre de truc qui vous intéresse, petite réduc de quasiment 300 euros, voilà, c'est pas négligeable. Si vous n'avez pas les moyens de mettre aussi cher, ou si vous ne voulez juste pas mettre aussi cher dans un écran, ce que je peux comprendre totalement. Oh, j'en ai perdu un. Attendez. Petite erreur, c'est les problèmes du live, hein, bien sûr. Euh, Normalement, j'ai un deuxième écran. À l'aide. Euh, Ah, mais ok, ok. Autant pour moi. Mauvais ordre. Ici, le deuxième écran. Celui-là, il est moins cher. On est toujours chez Samsung. On est toujours chez la gamme Odyssey. Mais là, on est sur un format plus petit, 27 pouces. Déjà, c'est ça, plus simple de le faire rentrer sur un bureau, hein, clairement. 49 pouces, il faut avoir un sacré bureau et un peu de recul. Là, 27 pouces, plus classique. On reste sur des bonnes caractéristiques. 144 Hz, donc toujours pour le gaming, ça passe bien. Toujours incurvé. Et alors, je sais pas pourquoi c'est écrit 32 là, parce qu'en fait, il fait vraiment 27 pouces, hein, et pas 32 pouces. Ne vous trompez pas. Mais du coup, il a un prix bien plus acceptable que 1229 euros. On est ici à 269 euros pour ce très bon écran Samsung. Caractéristiques plus classiques, clairement. Et encore une fois, la qualité Samsung au rendez-vous. Donc plutôt sympa. D'autant plus que cet écran est plutôt récent. Il faut le dire, il est plutôt récent. Donc c'est assez étonnant qu'il soit déjà en promotion. On n'est pas sur une promotion énorme non plus. Mais tout de même assez intéressant. Hop, on repasse au dernier bon plan. Un petit SSD, petit, pas si petit que ça, hein, parce qu'il fait quand même 2 Tera. Alors oui, encore une fois, on est sur des prix plutôt élevés, 271,36, très précis, hein, pour ce SSD NVMe de Western Digital.
il fait 2 Tera, donc en termes de place, on est bien. Et en plus, il est PCI Express 4.0, donc il a des débits jusqu'à 7 gigaoctets secondes. En termes de, en termes de performance, c'est au rendez-vous, hein. Honnêtement, alors, c'est pas le plus performant du marché. Il existe plus performant. Mais à ce tarif-là, on est quand même sur un rapport qualité-prix assez imbattable. Juste, il faut avoir la compatibilité PCI Express 4.0, que ça soit sur votre processeur, mais aussi sur votre carte mère. Normalement, si votre carte mère le prend en compte, votre processeur aussi, normalement. Et, euh, et tout le monde n'a pas besoin de débit pareil. Après, qui peut le plus, peut le moins, hein, vous savez. Donc ça peut être un bon investissement pour l'avenir, même si on a vu que Intel sur sa 12e génération prend en charge le PCI Express 5.0. Je ne suis pas allé trop me renseigner, savoir s'il y avait déjà des SSD en vente en PCI Express 5.0, mais en termes de prix, c'est encore un peu cher, un peu trop cher. Là où le PCI Express 4.0 est déjà plutôt cher. Donc voilà, faut faire un choix. Ici, quand même, plutôt intéressant par rapport aux 340, 50, jusqu'à 400 sur certains sites. Ça reste une bonne occasion pour un SSD ultra performant et grande capacité, hein. Quand même, 2 Tera, on est déjà sur des SSD grande capacité. On ferme le petit point promo bon plan et on passe à l'émulation. Alors on va pas détailler tout l'article parce que c'est long et tout n'est pas pertinent, mais il s'avère que Phil Spencer, Big Boss de Xbox, euh, a parlé à la presse de l'émulation légale après avoir ajouté ces derniers jours de nouveaux titres euh, qui étaient compatibles sur les consoles Xbox dernière génération et dire que ça prenait fin, l'ajout de nouveaux titres, hein, pas l'émulation sur les Xbox, attention, euh, pour des raisons qu'on connaît, hein, les problèmes de droit, tout ça, toujours très compliqué. Et il en profite pour faire un petit tacle à la concurrence en disant c'est quand même bien dommage que seul Xbox s'investisse réellement dans l'émulation légale, même si voilà, Sony avec la PS5 a rendu rétro compatible les jeux PS4 sur PS5. Euh, on n'est pas, on n'est pas sur du rétro gaming non plus, hein. On va pas se mentir, la PS4 c'est pas une vieille console. Et Nintendo qui a mis aussi en place un service d'émulation d'anciens jeux, mais qui, d'après ce que j'ai entendu à droite à gauche, n'est pas parfait, loin de là. Euh, Effectivement, l'émulation, ça a toujours été un problème. Ça a toujours été un problème de le faire de façon légale, même si ça existe depuis très longtemps, malheureusement de façon un peu sous les radars et illégale. Les joueurs PC utilisent des émulateurs depuis de nombreuses années et pour faire tourner à peu près tout et n'importe quoi qu'on ne possède plus aujourd'hui. Effectivement, hein, l'émulation, c'est quand même pas mal et le rétro gaming, c'est quand même, moi j'avoue que il y a la nostalgie, hein. La nostalgie, ça marche bien. C'est un bon, c'est un bon moyen de faire payer les gens. Et oui, euh, c'est un bon argument de vente, hein, la nostalgie. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils s'y intéressent pas plus que ça, qu'ils prennent pas plus le truc dans leur système actuel et que seul Microsoft, avec sa Xbox, décide de rendre un maximum de jeux compatibles. Voilà, hein, c'est un problème. Et surtout qu'on nous dit que ça s'arrête un peu du côté de Microsoft, que on va pas vraiment avoir de nouveaux titres compatibles. Donc moi c'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur, l'émulation légale.
parce que l'émulation illégale, hein, on sait, hein, ça existe et c'est trouvable facilement, peut-être trop facilement, là où de manière légale, bah, ça n'existe quasiment pas, hein, malheureusement. Donc c'est quand même assez intéressant que le boss de Xbox en parle, même si on va pas se mentir, c'est aussi un coup de com pour aller tacler la concurrence, hein. Clairement, dans l'article, il vient vraiment taper sur Nintendo et Sony. Donc faut voir où on se trouve, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle. News suivante, Apple. Alors ça, je vous avoue que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça. Apple qui va encourager la réparation des iPhones par les particuliers. Comment ça? Comment ça? Avant, Apple, ils étaient en mode non, mais de toute façon, vous pourrez même pas ouvrir votre appareil parce qu'il faut un outil spécifique que personne ne vend. Donc vous pouvez y aller. Il faudra créer l'outil pour dévisser nos vis, machin. Visiblement, on va un peu à contre-courant là maintenant et on met en place, on met en route plus que mettre en place ce, euh, ce système qui va du coup permettre euh, à n'importe quel particulier d'acheter des composants d'iPhone officiels pour pouvoir effectuer les réparations de son iPhone soi-même. Il y a encore beaucoup d'histoires, de zones d'ombre sur cette histoire. On n'en sait pas beaucoup, on a juste un peu un planning avec dès 2022, les clients Apple pourront réparer eux-mêmes leur téléphone en commandant des pièces détachées auprès de la marque. Il nous explique aussi qu'il y aura un petit guide, j'imagine une petite notice, tout ça. Alors, honnêtement, moi j'avoue que je sais pas trop comment le prendre. Soit, dans tous les cas, c'est plutôt positif, on va pas se mentir. Mais ça ressemble quand même beaucoup à une campagne de com en mode oui, l'indice de réparabilité, tout ça, nous aussi on y pense et on a envie de permettre aux gens de, d'augmenter la durée de vie de leurs iPhones. On ne sait pas combien coûteront les pièces. Ça, c'est aussi une des grosses questions. Parce qu'on sait que Apple, ils font pas dans le discount, hein, c'est pas trop leur marque de fabrique, donc à voir combien coûteront les pièces officielles. Mais, ça a quand même un gros point positif, c'est que ça permettra enfin d'avoir des pièces officielles Apple pour réparer les iPhones. Parce que jusqu'à maintenant, si vous pouvez acheter des pièces, vous pouvez acheter des batteries, vous pouvez acheter des écrans, tout ça, c'est possible. Mais en général, ce ne sont pas, même tout le temps, ce ne sont pas des pièces officielles parce que Apple ne donne pas accès à ces pièces. Donc au moins de ce côté-là, on aura enfin accès aux pièces officielles. Ensuite, il faudra voir le prix. C'est tout ça hein, qu'il faut voir. Et aussi, histoire de... On nous dit il guidera pas à pas, moi je veux voir. Je veux voir comment c'est guidé pas à pas. Moi j'ai lu 1 milliard de notices, 1 milliard de manuels d'utilisation, tout ça. 1 milliard de marches à suivre. Et bah, il y a, il y a des bonnes comme des mauvaises choses. Donc faut voir si c'est bien fait, si c'est si c'est carré comme a l'habitude de faire Apple ou pas. Et si c'est vraiment un bon guide pas à pas ou si on vous laisse quand même un peu en galère. Donc voilà, je suis mitigé entre c'est cool et est-ce que c'est pas une grosse campagne de com. On verra d'ici 2022. Dans tous les cas, ça reste une bonne chose. Peu importe, même si les prix sont abusés, ça permettra quand même d'avoir accès aux pièces et ça permettra aux gens de pouvoir réparer eux-mêmes si, s'ils s'en sentent capables, bien sûr, hein. Tout le monde n'est pas prêt à démonter son iPhone, surtout les iPhones dernière génération qui embarquent
le Face ID, tout ça, ça peut être un peu plus délicat, mais dans tous les cas, c'est bien. C'est dans l'air du temps. Il va falloir, hein, de toute façon, que un maximum de marques et d'appareils soient réparables. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai eu, euh, j'ai eu dans ma vie, malheureusement, l'occasion de démonter des iPhones, de démonter des PC portables. Et croyez-moi que lorsqu'on démonte, que ce soit un iPhone ou un PC portable, on se rend très vite compte que ce n'est pas fait pour être démonté, que rien n'est fait pour la réparabilité et que, par exemple, sur un PC portable, enlever l'accès facile à la RAM et au disque, bah, tout le reste est galère, hein. Clairement, tout le reste est galère. Quasiment peu importe les modèles, peu importe la gamme, c'est vraiment c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve de démonter et de réparer ce genre de truc. Donc voilà, à vous de juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et on jugera surtout quand on verra les prix des différentes pièces, voir aussi jusqu'à jusqu'à quel iPhone en termes de pièces on peut remonter. Ça aussi c'est un truc qui sera intéressant de voir, voir si, je sais pas, par exemple à l'heure actuelle, est-ce qu'il s'arrête à l'iPhone 8, l'iPhone 7, l'iPhone 10. Ça aussi c'est un truc qui est assez intéressant, mais c'est quand même plutôt une bonne chose, même si ça a l'air d'être un peu sous la pression des, de, de l'élan écologique du moment. Ça reste une bonne chose. On va attaquer les puces. Les puces. Et d'abord la puce Titan M. Alors la puce Titan M, on va remettre un peu de contexte. C'est une puce qui se trouve dans les nouveaux téléphones Google, les Pixel 6, si je ne me trompe pas. Une puce qui a pour rôle de gérer des trucs de sécurité, tout ça. En gros, l'argument de Google, c'était, voilà, au lieu d'aller stocker des trucs, des données de sécurité sur du cloud, machin, tout est stocké en interne sur votre téléphone, ce qui du coup déjà protège vos données. Tout ça ne va pas dans les serveurs Google, ce qui est une notion importante pour certaines personnes. Et, euh, et aussi, bah, normalement, voilà, sécurité renforcée, tout ça. Bien sûr, quand un gros groupe comme Google annonce ça, et bah, certains ont envie de tester. Logique, hein, moi je comprends très bien. Voir si c'est vraiment quelque chose qui est sécurisé ou pas. Est-ce qu'on peut le hacker et récupérer toutes les données stockées dessus? Certains s'y sont essayés. Et visiblement, ils ont réussi. En plus, Cocorico, parce que c'est des Français. Donc bravo les gars. Félicitations. Mais visiblement, c'était très compliqué. Et effectivement, quand on lit l'article, on se rend compte que c'est très compliqué. Vu que d'abord, ils ont essayé de décrypter un peu le truc sans vraiment y réussir, sans vraiment réussir. Et pour réussir à le hacker, ils ont dû tout de même peu dessouder le truc. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne dessoudez pas les puces de vos téléphones, je vous en prie. Vous risquez d'être déçus. Mais voilà, ils ont dû s'atteler à pas mal de choses. Voilà, ils ont enlevé la protection dessus pour avoir accès au connectique. Et ensuite, ils ont bidouillé, hein. Ils ont clairement bidouillé en reliant à des câbles pour faire un peu de rétro-ingénierie et récupérer les données. Ce fut très compliqué, mais vraiment très très compliqué, d'autant en sachant en plus que ce sont des experts hein, qui ont fait ça, c'est des gens dont c'est le métier, donc c'est des cracks, et eux-mêmes, avec euh, tout leur savoir, toutes leurs compétences et tout leur matériel, ils ont vraiment galéré. Donc c'est quand même plutôt un signe que c'est sécurisé, d'autant plus que derrière, ils ont quand même trouvé quelques petites failles, hein, bien sûr, vu qu'ils ont réussi à la hacker. Ces failles ont été données à Google pour qu'il les corrige. Donc, tout ça n'était pas dans un but malveillant, hein. C'était juste c'est des tests de sécurité, hein, des tests que tout le monde fait, je ne sais pas, mais tout le monde devrait faire en tout cas. Euh,
et c'est des choses qui devraient être corrigées dans les versions futures de cette puce Titan M. C'était un des arguments, un des gros arguments de ces Pixel 6, hein, d'avoir cette puce de sécurité à l'intérieur en physique et que toutes vos données de sécurité restent en physique dans votre téléphone et n'aillent pas se balader dans des serveurs à l'autre bout du monde. Donc ça a l'air quand même d'être plutôt une réussite qui peut être améliorée. De toute façon, on sait en général, en informatique, rien n'est sécurisé à 100%, malheureusement. On essaie juste de faire des choses qui sont juste trop embêtantes à pirater, hein. C'est un peu la technique, c'est comme pour les mots de passe. Vous savez, aucun mot de passe n'est sécurisé à 100%. On fait juste en sorte qu'il soit trop long à craquer pour qu'il soit sécurisé au maximum. Donc c'est assez marrant et honnêtement, la sortie des pixels est quand même assez récente. Et ils ont fait ça en assez peu de temps. Je suis assez agréablement surpris. Mais bon, c'est des Français, donc forcément, c'est des cracks, hein. Félicitations à eux. Ensuite, on va parler de SoC. D'abord chez Qualcomm, qui annonce en grande pompe qu'ils vont faire des SoC pour PC à partir de 2023, donc dans pas si longtemps que ça. Qualcomm qui est surtout connu pour ses puces mobiles, hein, avec notamment les Snapdragon, que que vous devez probablement connaître si si vous avez un téléphone Android. Beaucoup de téléphones Android ont des Snapdragon. Après, il existe plusieurs versions de Snapdragon. Snapdragon qui ont aussi été utilisés dans certains PC, mais honnêtement, on n'est pas sur des grosses réussites, hein, pour l'instant des SoC ARM sur PC, à part toujours une petite exception chez Apple, hein, bien sûr, qui eux ont réussi à sortir des puces ARM haute performance pour PC avec la M1, M1 Pro, M1 Max. Euh, Visiblement, Qualcomm a décidé aussi de s'y attaquer avec cette fois la volonté de vraiment dédier des puces au PC, là où jusqu'à maintenant ils font des puces mobiles qu'ils essayent de mettre sur des PC sans beaucoup de réussite. Ils veulent développer des vraies puces PC portables, hein, plutôt, dans un premier temps, j'imagine, vu un des gros avantages de la technologie ARM, c'est la consommation d'énergie. Contrairement à, par exemple, la 12e génération Intel qui pêche un peu de ce côté-là. Donc on verra, ils expliquent que d'ici 2022, ils devraient commencer les premiers échantillonnages, donc les premiers protos, et ensuite une commercialisation des premiers PC avec ces puces en 2023. Hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire. C'est quand même pas n'importe qui, hein, Qualcomm, ils sont quand même vraiment très bien implantés sur le marché des puces mobiles. Donc à voir s'ils arrivent à rattraper un peu l'avance d'Apple pour faire des puces PC. Mais voilà, hein, s'ils ont des cerveaux, ils devraient arriver à quelque chose. Alors peut-être pas dès la première itération à rattraper la concurrence, mais déjà s'ils arrivent à sortir des puces correctes, ils pourraient venir un peu bousculer ce marché qui ne n'a pas tant d'acteurs que ça, hein. Les puces PC, voilà, hein, on les compte sur les doigts d'une main. Donc c'est assez intéressant. On continue avec du SoC, mais là, chez Valve, avec le Steam Deck qui a malheureusement été repoussé, malheureusement, surtout qu'il devait sortir pour Noël, et j'imagine que certains l'attendaient sous le sapin, mais du coup ce sera février 2022, voire plus tard pour certains. On a quand même eu le droit à des petites infos sur ce qui se trouve dans le Steam Deck, avec du coup un SoC AMD custom, partie processeur, partie graphique et mémoire. On va pas vraiment besoin de tout détailler, mais on est sur quand même quelque chose qui est relativement solide, hein, en termes de performance, que ça soit CPU ou GPU, mais aussi en termes de RAM, vu qu'on a 16 Go de RAM, sachant que
En général, aujourd'hui, 16 Go, c'est un peu trop. C'est un peu trop par rapport à ce qu'on a vraiment besoin. Mais on nous explique que voilà, comme ça, c'est un peu future-proof. Et que peut-être que dans l'avenir, on aura avoir 16 Go de RAM, ce sera la base. Euh, donc tout ça avec le savoir-faire AMD, hein, qu'on commence à connaître. Ça risque d'être quand même, franchement, de ce qu'on nous en dit en termes de performance, quelque chose de plutôt robuste pour une console portable. Donc hâte de voir les premiers tests de jeux un peu gourmands tournés sur ce Steam Deck. Et franchement, ça annonce quand même plutôt du bon en termes de performance. À voir après l'optimisation, vous savez, entre les performances brutes et le résultat final, il y a l'optimisation qui rentre en jeu et parfois c'est un peu le travail qui manque sur beaucoup de produits. Dernière puce avant de parler d'Intel, on va parler rapidement informatique quantique, même si je vais pas vous mentir, j'ai clairement pas les compétences pour vous parler d'informatique quantique. Et en vrai, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, qui dans le monde, combien de personnes dans le monde ont vraiment les compétences pour parler d'informatique quantique? Sûrement pas tant que ça, mais on va en parler quand même rapidement via les annonces d'IBM qui tient sa promesse, IBM qui nous avait livré une feuille de route pour l'informatique quantique et visiblement ça avance comme ils avaient prévu et ça c'est assez surprenant. On sait que l'informatique quantique c'est souvent galère et que souvent il y a des annonces mais que derrière il n'y a pas grand chose. Souvent c'est plus d'annonces qu'autre chose. Là IBM ils avancent petit à petit, ils sont rendus à Eagle, un processeur de 127 qubits qui vient remplacer un autre que je me souviens pas le nom, qui avait seulement 64 qubits. Donc, euh, donc voilà, ils travaillent fort et ils veulent. Alors on va pas dire que c'est les plus avancés, mais c'est ceux qui présentent le plus d'informations et d'avancées solides. Euh, Petite architecture en 3D, on parle 3D packaging. Euh, ah, c'est là. Donc ils avaient commencé avec le processeur Falcon 27 qubits en 2019, puis Hummingbird 64, bon là il manque le Q, qubits en 2022, on est rendu à Eagle avec ses 127, et normalement on devrait aller ensuite vers Osprey à 433 qubits. Les qubits c'est un peu l'équivalent des cœurs. Pour faire simple, c'est dur de comparer de l'informatique quantique et de l'informatique traditionnelle, mais basiquement, c'est ça. Et on devrait arriver à 1021 avec Condor jusqu'à des milliers, voire au-delà du million dans le futur. Donc, donc ils avancent. Pour l'instant, ils sont plutôt en bonne voie. Ils avancent selon leur feuille de route et ils n'ont pas vraiment de retard. Et ils nous présentent leur avancée. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même assez confiance dans leur capacité à arriver à leurs objectifs. Et ça devrait, normalement, l'informatique quantique est censée révolutionner le monde de l'informatique. Alors pas pour les particuliers, on est encore à des décennies d'avoir un ordinateur quantique personnel, sachant tous les problèmes que ça peut poser, hein, notamment aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont refroidis par de l'azote liquide, hein, donc voilà. Mais, euh, mais c'est assez fou. Moi, ça me fait rêver, hein, l'informatique quantique. J'y comprends très peu de choses. C'est hautement complexe. Et jusqu'à maintenant, on avait quand même des problèmes de stabilité, tout ça, et de précision. Mais on y travaille fort. On investit beaucoup et IBM qui est quand même pas n'importe qui, s'y est vraiment mis à fond. Et oui, ça devrait avancer. On devrait arriver ce sera plutôt dans un premier temps pour des trucs de recherche ou ce genre de trucs. Euh, mais on devrait arriver à avoir des ordinateurs quantiques fonctionnels et à
acceptable pour des supercalculateurs. Attention, il faut tout remettre dans son contexte, mais on ne sera pas à 250 € le processeur quantique. Peut-être un jour, qui sait. En tout cas, moi, c'est le genre de truc qui me fait un peu rêver. C'est un peu un mélange entre rêve, futur et science-fiction. Donc je sais pas trop où on ira, mais voilà, c'est un peu comme l'espace. Moi, ça me met des étoiles dans les yeux. Petit point Intel, hein, on adore Intel en ce moment, on se régale des infos Intel. D'abord, la dernière fois, on avait parlé des processeurs T de la 12e génération, des processeurs qui, du coup, ont une consommation d'énergie très très réduite, vu qu'ils étaient annoncés avec un TDP de 35 watts. Les premiers sortis sont les processeurs K, donc avec les coefficients débloqués, ceux qui sont les plus performants. Mais on a vu aussi ceux qui consomment le plus d'énergie. Là, on est sur le milieu. Le milieu, l'été, c'est vraiment basse consommation. Les K, c'est haute performance. Et là, on est sur pas de lettres. On est juste sur un i5, un i7 et un i9, TDP de 65 watts. Assez, assez marrant que moi, j'avoue que ça me pose toujours, je me pose toujours des questions quand je vois que le TDP du i5 est le même que celui du i9. Je me pose toujours des questions, à voir, hein. Mais il y a quand même des grandes chances que le i9 consomme plus d'énergie et chauffe plus que le i5. À voir. Ça reste des processeurs qui sont très intéressants pour la plupart des gens, vu que les coefficients débloqués permettent l'overclocking notamment, et que la plupart des gens n'overclockent pas leur processeur, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter, soit parce qu'ils n'ont pas les connaissances, soit parce qu'ils n'ont pas l'intérêt en fait. Euh, donc c'est quand même des processeurs qui sont destinés au marché de masse. Peut-être pas le i9, hein, comme d'hab, le i9 c'est quand même un segment particulier, mais i5 et i7 marché de masse. Après le i5, faudra entre cette version là et la version K, faudra voir. Ce sera surtout le prix qui orientera les consommateurs. Mais sur le modèle i7 et i9, normalement la différence de prix devrait être un peu plus importante. La différence de performance potentiellement aussi un peu plus. Mais ça peut être intéressant. Et moi, vous savez que je suis attaché au fait qu'il en faut pour tout le monde. Et donc, bah oui, c'est bien de faire des i9 avec plein de cœur et une performance de ouf. Mais un processeur à 600 €, c'est pas pour tout le monde. Donc ces versions devraient être quand même plus abordables et bénéficient en plus aussi des dernières technologies intégrées par cette 12e génération, la DDR5, le PCI Express 5.0, pour un tarif un peu plus réduit que les versions K, mais probablement un peu plus cher que les versions T, à voir quand ça sortira. Mais c'est la classique, hein, c'est la nomenclature classique de chez Intel. Là-dessus, ils n'ont pas bougé et c'est pas mal parce que du coup, on s'y retrouve et on attend de voir les prix, clairement. Ensuite, chez Intel, on va parler un peu du futur avec la 13e génération. La 12e est à peine sortie, qu'on en ait déjà parlé de la 13e. 13e qui devrait s'appeler Raptor Lake. Il y a assez peu de chances qu'il change de nom maintenant. Et on nous dit, et ça c'est assez intéressant parce qu'on a vu que c'est quand même un des principaux défauts de cette 12e génération, c'est la consommation d'énergie. Et on nous dit que ça va être fortement travaillé pour cette 13e génération avec un truc qu'ils appellent le D-LVR, qui est en fait un régulateur de tension linéaire numérique et qui devrait permettre de baisser de 20 à 25% la consommation des processeurs. Alors, ça reste un communiqué de Intel sur des produits qui sont clairement pas sortis, qui devraient sortir normalement l'année prochaine. Et ça a l'air aussi d'être un peu un communiqué en mode on a entendu que vous vous souciez de la consommation et que vous trouviez que cette 12e génération consomme peut-être un peu trop. Donc c'est intéressant à voir la réalité des choses, hein. Moi, j'avoue que je jugerai quand je verrai cette 13e génération sortir et quand je verrai
voilà, les pics de consommation des processeurs, ce sera peut-être pas aussi significatif sur un i5 par exemple, mais sur le i9, clairement on a vu le i9 qui va consommer énormément et chauffe beaucoup. Ça peut être, parce que la chauffe est aussi proportionnelle à la consommation. Donc pour un i7, un i9, peut y avoir un réel intérêt. De toute façon, il faut, c'est obligatoire, c'est essentiel. Il faut travailler sur cette consommation, que ce soit pour les processeurs comme pour les cartes graphiques. Petit message au passage à Nvidia et AMD. Hein. Faut arrêter. C'est bien d'avoir des appareils toujours plus performants, mais si en échange de cette performance, on consomme de plus en plus d'énergie, et bah c'est pas si intéressant que ça. Il faudrait avoir un travail sur les deux en même temps et trouver un bon équilibre entre augmentation des performances et au minimum stagnation de la consommation, mais même ce serait bien d'avoir une petite baisse de la consommation d'énergie. Donc on attend. Cette info, elle sort d'un brevet hein, qu'a déposé Intel, donc il y a quand même des grandes chances que ça arrive. Et visiblement, ça solutionnerait quand même quelques problèmes de consommation de cette nouvelle architecture. Mais il va falloir travailler dessus. Encore une fois, que ce soit sur les processeurs, les cartes graphiques, tout. Tout, il faut que ça consomme moins. L'énergie, c'est important. Et il faut y penser. Il faut y penser quand on conçoit des choses. On ne peut pas se dire, voilà, on va rechercher les performances et l'énergie, on s'en fiche. Non, je ne suis pas d'accord et c'est une très mauvaise façon de penser. Du coup, c'est Raptor Lake 13e génération qui devrait sortir vers le Q3 2022. Il n'y aura pas de révolution hein, sur cette 13e génération, ce sera plus un peaufinement de la 12e. On ne change pas d'architecture, on ne change pas de finesse de gravure, ce sera du 10 nanomètres plus. Hein. Ils vont un peu peaufiner leur système, leur, euh, leur procédé de gravure. Et on aura les mêmes choses. En vrai, bien sûr, on aura la DDR5 et j'imagine qu'on poussera un peu plus la DDR5 qu'aujourd'hui parce qu'il y aura plus de matériel disponible à des prix plus corrects. Mais on continuera d'être compatible DDR4. On aura aussi la compatibilité PCI Express 5.0 avec, on espère aussi, plus de matériel disponible et à des prix plus corrects. Mais encore une fois, on gardera la compatibilité avec les anciennes normes PCI Express. Donc, j'espère que moi, ce que j'en attends le plus, c'est pas forcément un gain de performance, mais vraiment un travail sur la consommation énergétique. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Après, il va falloir quand même avoir des choses pour justifier cette 13e génération. Hein. Pas juste dire oui, mais parce que on a l'habitude tous les ans, on doit sortir une génération. Il faut avoir quelque chose qui explique, qui donne envie aux consommateurs de se tourner vers cette nouvelle génération plutôt que l'ancienne, ce qui n'avait pas été vraiment réussi sur, par exemple, la 11e génération, où les gens se sont dit, pourquoi j'irais acheter cette nouvelle génération qui coûte plus cher, alors que, en termes de performance, de consommation... Oh, incroyable! Merci Zodja, tu fêtes ton année de sub. Joyeux anniversaire. Merci à toi, ça me touche beaucoup ton soutien, vraiment. Donc oui, il faudra justifier, hein, il faudra avoir quand même des choses en plus pour que les gens euh, se tournent vers cette future génération qui arrivera normalement Q3 2022, donc en général c'est plutôt septembre. Je vous spoil un peu, en général c'est plutôt septembre. Mais déjà la 12e elle a cartonné, j'attends aussi beaucoup d'AMD, voir comment ils répondent. Parce que voilà, Intel c'est bien, ils reviennent dans la course, tout ça. Mais AMD ils sont en décalé. Donc j'attends beaucoup de voir avec quoi ils répondent et est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils repassent devant. Tout ça, c'est des réponses qu'on aura quand ils présenteront leur future génération de processeurs. On va passer aux cartes graphiques.
on pleure pas tout de suite des larmes de sang, vous en faites pas, ça arrive bientôt. On va d'abord parler de Battlefield 2042, qui est tout juste sorti en vrai. Il est sorti quand sorti cette semaine, non? Un truc comme ça. Je suis un peu perdu dans les dates, mais si, je crois cette semaine. Euh, plusieurs, quand je dis plusieurs, je rigole pas parce qu'il y a 33 cartes graphiques testées, hein. Ils ont zéro déconné là-dessus. Euh, pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner Battlefield 2042 dans des bonnes conditions, suivant vos réglages graphiques et votre résolution, parce que tout a un impact. Et honnêtement, oh, t'es pas le seul à en vouloir une carte graphique, crois-moi. Et c'est très très dur d'en trouver une. Surtout à un prix correct. Et en vrai, c'est assez intéressant de voir que, en fait, il faut pas forcément une carte graphique dernière génération pour faire tourner un jeu très récent, un jeu qui est en plus, au passage, plutôt exigeant. Un Battlefield, c'est quand même pas un jeu très léger, pour y jouer dans des bonnes conditions. Après, bien sûr, ça dépend de deux trucs très importants. D'abord, votre résolution. Est-ce que vous êtes sur du très classique Full HD 1080p ou alors est-ce que vous allez vous aventurer sur un peu plus 1440 où là déjà ça devient un peu plus compliqué, ou vous êtes carrément un fou et vous avez un écran 4K et là c'est plus la galère. Et aussi bien sûr les réglages graphiques. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que souvent dans ce genre de benchmark on présente trois 3 ou 4 réglages graphiques. En général, on prend le plus haut, un réglage intermédiaire et un réglage minimum. Ici, ils n'ont pas pris les réglages minimum et en vrai, moi, ça me plaît bien parce que très peu de gens ont envie de jouer un Battlefield en réglage minimum. Les réglages graphisme au minimum sont en général plutôt moches, hein, on va pas se mentir. Quand on met au minimum, c'est qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas le matériel pour faire tourner dans des meilleures conditions, ou alors qu'on est à la recherche de plus d'images par seconde pour du compétitif. Et là, pareil, on s'en fiche un peu que ça soit beau ou pas, tout ce qu'on veut, c'est de la performance. Et du coup, ils sont pas allés chercher le réglage. Eh oui, très moche, très très moche. Mais personne n'a envie de jouer en réglage minimum. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Mais ça donne aussi une idée de vraiment du plancher bas pour faire tourner un jeu. Ça peut être intéressant pour Battlefield, honnêtement, pour moi, ça ne l'est pas trop. Du coup, premier bench, on a du 1080p, donc résolution très classique, ce que la plupart des gens, ce que la plupart des gens ont. Par contre, réglage ultra quality, donc là, on est tout au max. Et du coup, on se rend compte que, bon, bien sûr, si vous avez une carte à 1500 euros, comme ici la 3090, ça va très bien tourner. Étonnant, pas du tout. Euh, vu que la plupart des gens ne mettent même pas ce prix-là dans leur PC. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le bas du tableau. Savoir à partir de quand, à partir de quelle carte graphique, à partir de quelle vieille carte graphique, on peut y jouer dans des bonnes conditions. Et c'est là qu'on se rend compte que Battlefield est quand même un jeu plutôt gourmand. Je rappelle, on est en qualité maximale. Et bah voilà, il faut quand même une 1660 Ti ou une 1080. Alors ça, c'est des cartes qui sont... La 1080 est un peu vieille, mais c'était le très haut de gamme des vieilles. Donc elles valaient cher quand elles sont sorties, elles valent beaucoup moins cher aujourd'hui, même si aujourd'hui elles sont un peu introuvables. 1660 Ti aussi qui est un peu plus abordable qu'une 1080 au moment de leur sortie, mais plus récente aussi. Et après, si vous avez quelque chose de plus récent ou plus performant, et bah ça tournera bien. Si vous voulez jouer en 144 Hz à Battlefield avec les réglages à fond, il vous faudra quand même du matériel dernière génération. Vraiment. Vous voyez, donc à partir de la 6800 XT, qui est une carte qui, je crois, à la base devait valoir dans les 1000 euros. Aujourd'hui, elle vaut plus de 1000 euros, malheureusement. Donc, on est dans la résolution la plus basique. Par contre, on est sur les graphismes au max. Et on voit quand même qu'il faut déjà une très bonne carte graphique pour, par exemple, avoir les 144 images par seconde de moyenne. Et même pour avoir les 60 de moyenne, il faut pas n'importe quoi. On est sur des cartes soit milieu de gamme, ici la 1660 Ti, on est sur du milieu de gamme, ou soit haut de gamme
pour la 1080 haut de gamme, mais de la génération d'avant, quoi. Donc on est quand même sur des trucs plutôt chers. Bien sûr, on a la chance de pouvoir bidouiller un peu les réglages graphiques contrairement aux joueurs console. Donc, si vous n'avez pas une carte graphique dernière génération et que vous voulez quand même une expérience très fluide, et bah vous pouvez baisser un peu les réglages et ça se passe bien. Pour les autres résolutions, et bah c'est mort en fait. En fait, si vous n'avez pas une carte dernière génération ou ultra haut de gamme, ça tournera pas dans des bonnes conditions. On voit ici, on passe seulement en 1440p et voilà. Et pareil, on a la 1080 Ti qui est la première à être à peu près correcte en termes d'expérience de jeu. Et après, on passe sur des cartes soit dernière génération, soit avant-dernière, dans les segments haut de gamme, donc des cartes qui valent plutôt très cher. La 4K, on va passer très rapidement, mais en vrai, il vous faut une 3090 ou une 3080 Ti pour jouer en 4K dans les réglages, avec les réglages à fond. Donc la 4K, comme d'habitude, et moi ça m'attriste beaucoup, même si en vrai, les écrans PC 4K valent encore très cher et sont très peu répandus, mais la 4K est très peu accessible encore aujourd'hui pour du jeu vidéo sur PC, contrairement aux consoles qui les prennent un peu plus en charge. Sur console, vous avez moins de choix dans les réglages des graphismes. Donc c'est eux qui s'adaptent un peu plus et font en sorte que ça marche. Mais, mais vous voyez ici que voilà, hein, c'est que de la dernière génération et segment haut de gamme, voire très haut de gamme. Donc ça fait mal. Dernier petit bench, parce qu'il y en a un milliard, je ne vais pas tous vous les montrer, mais on baisse un peu les qualités des graphismes, on se retrouve en moyen. Moyen, ça reste correct. Mini, personne n'a envie d'y jouer. Moyen, sur un jeu dernière génération, ça reste une belle expérience de jeu. Et là du coup, eh ben, vous avez le droit de jouer, même si vous n'avez pas une carte qui vaut 1000 euros. Et ça me fait plaisir. Vous voyez, alors, ici, on a par exemple la 1650 Super, qui est une carte qui fut un temps était en dessous des 200 euros, qui est aujourd'hui introuvable malheureusement, mais qui fut un temps était en dessous des 200 euros, et qui permet de jouer à quasiment 60 images par seconde de moyenne, tout le temps. Donc ça fait plaisir, ça montre quand même que voilà, si on ne va pas chercher les graphismes au max, on peut avoir une expérience de jeu qualitative, agréable, fluide et belle avec des cartes qui ne coûtent pas un SMIC. Et ça me fait plaisir. D'autant plus que Battlefield, encore une fois, n'est clairement pas un jeu qui est, qui est léger, hein. On ne parle pas d'un League of Legends ou de ces jeux qui ne nécessitent pas forcément une grosse puissance. Battlefield, on est quand même sur quelque chose d'assez gros, des grandes cartes, des graphismes travaillés, tout ça. Donc ça me fait plaisir. En dessous, on a les, euh, les benchmarks avec le ray tracing. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, le ray tracing, qui est clairement pas pour tout le monde. Encore une fois, il faut du matériel haut de gamme, du matériel qui coûte cher. Pour avoir un ajout, alors oui, c'est joli, les réflexions de lumière, tout ça, oui. Dans un Battlefield, c'est pas forcément ce qu'on va chercher le plus, donc ça m'intéresse pas plus de vous montrer ça. Mais, euh, mais voilà, hein, le 1080p, ok. En réglage moyen, c'est à peu près accessible pour les gens. En réglage élevé, là déjà, il faut avoir du matériel soit haut de gamme, soit très récent. Et après, sur les résolutions supérieures, bah, pas le choix. Il faut avoir très récent et haut de gamme, quoi. C'est pas le choix. Donc c'est un peu dommage, mais surtout au vu des problèmes du secteur des cartes graphiques aujourd'hui. Mais ça me rassure quand même de voir qu'avec une 1650 Super, on peut jouer à Battlefield 2042 dans des conditions correctes. On continue dans le milieu des cartes graphiques, on va parler du NIS de Nvidia. D'ailleurs, je ne devrais pas dire NIS de Nvidia parce que le N c'est pour Nvidia. C'est le Nvidia Image Scaling qui est un peu l'équivalent du FSR d'AMD, donc un peu une version low cost du DLSS. Tout ça, ce sont des technologies d'upscale
de l'image. Donc votre machine calcule l'image dans une résolution plus faible que celle affichée sur votre écran, et ensuite petit algorithme de triche, d'upscale, pour vous afficher une image qui du coup nécessite moins de ressources à votre machine et qui est forcément un peu moins belle que la résolution d'origine, mais qui fait quand même plutôt le taf. Le DLSS, c'est la version premium qui s'appuie sur du matériel dédié, les Tensor Core, qui sont des cœurs dédiés à l'intelligence artificielle pour faire cette petite tricherie, donc il le fait absolument à merveille. Le FSR qui marche un peu moins bien, mais qui du coup compatible avec tout. Et là, le NIS, il a aussi cette volonté-là d'être compatible avec tout. Plus besoin de Tensor Core, donc plus besoin d'avoir forcément une RTX. Donc potentiellement toutes les cartes NVIDIA antérieures au RTX compatibles. Et la possibilité d'avoir du coup besoin de moins de puissance pour faire tourner un jeu, par exemple. Alors bien sûr avec une qualité un peu réduite, hein, on va pas se mentir, mais c'est ça qu'on cherche comme équilibre. Gain en performance et le moins de perte de qualité visuelle. Je trouve ça intéressant que Nvidia aille aussi sur ce terrain, parce qu'on avait vite compris que AMD sortait le FSR pour contrer le DLSS, même si c'est pas vraiment la même chose vu que le DLSS s'appuie sur du matériel dédié, là où le FSR pas du tout. Et du coup, Nvidia intelligemment a sorti une autre version qui ne s'appuie plus sur du matériel dédié et qui est du coup compatible avec bien plus de matériel. Et j'en attends beaucoup, honnêtement, j'en attends beaucoup. C'est quand même un moyen de rendre plus accessible le jeu vidéo. Et ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Plus besoin d'avoir un PC à 2000 € pour faire tourner un jeu dans des bonnes conditions, de manière fluide, avec une belle image. Donc, moi, je suis pour avoir ce que ça donnera une fois que ce sera testé et ce sera bien sûr très rapidement comparé au FSR d'AMD parce que du coup, là, c'est vraiment des technologies qui s'affrontent, mais aussi voir quelle est la différence en termes de résultats entre le DLSS qui du coup s'appuie sur du matériel dédié et le NIS qui lui ne s'appuie pas sur du matériel dédié. C'est euh, c'est l'avenir. En vrai, c'est l'avenir. L'upscale, c'est l'avenir. Bien sûr, de l'upscale basé sur l'IA, c'est plus fort. Mais la nécessité d'avoir du matériel dédié, c'est toujours très embêtant. Donc, plutôt une bonne information. On finit côté Nvidia avec cette annonce. On avait parlé il y a relativement longtemps d'une possible future nouvelle ancienne. J'adore cette définition future nouvelle ancienne RTX 2060. Aujourd'hui, on est au RTX 3000, hein, donc pas dernière génération. Mais du coup, qu'aurait 2 fois plus de mémoire dédiée. On passe de 6 à 12. Et visiblement, il y aurait une volonté de Nvidia de ressortir des anciens modèles de cartes avec un doublement de la mémoire dédiée. Honnêtement, fut un temps où j'aurais un peu crié au scandale, parce que forcément ça embête toujours un peu quand ils ressortent des anciennes versions euh, de leur matériel, sachant qu'on est passé à du matériel plus récent. Mais au vu des problèmes des cartes graphiques à l'heure actuelle, si ça peut aider à soulager un peu le milieu, faire descendre les prix, augmenter un peu la disponibilité, honnêtement, moi je prends tout, hein. À l'heure actuelle, je prends tout, les cartes à Nvidia, les nouvelles anciennes, les futures nouvelles anciennes, les cartes d'Intel qui devraient sortir. On parle même de cartes graphiques chinoises en ce moment. Tout ce qui peut aider à améliorer la disponibilité et les prix des cartes graphiques et augmenter l'accessibilité à une carte graphique gaming à l'heure actuelle, moi je prends. Honnêtement, je prends tout. Vous verrez pourquoi très très vite, mais ça peut que être bon. Surtout que les 2060 ne sont pas des mauvaises cartes, hein, clairement. Moi j'ai une carte qui est plus ancienne que ça, par exemple. Donc si on me dit que demain je peux acheter une 2060 refaite avec 12 Go de mémoire pour un prix correct, attention,
le petit point qui fâche pour un prix correct. Euh, Moi, je suis méga chaud, hein. Honnêtement, je suis méga chaud. En plus, cette carte bénéficie du RTX, donc les Tensor Core, le DLSS, tout ce matériel qui est quand même assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, c'est officiel, hein, elles sont listées comme produits, donc ça devrait sortir. On nous annonce une sortie pour le 7 décembre prochain. Non, on nous annonce une annonce pour le 7 décembre prochain. On va voir ce que ça donne, mais ça a l'air d'être vraiment sur les rails. Donc ça devrait arriver très vite. Et moi je vous dis encore une fois, hein, je prends tout ce qui peut améliorer la situation à l'heure actuelle. Vraiment tout. Voilà pourquoi je prends tout. Parce que augmentation des prix, encore et toujours. La 6700 XT qui prend plus 12% en une semaine. Aïe, 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 aïe. Et voilà, pourtant on est sur des prix, voilà, on était à 829 euros, on passe à 929 euros en une semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez d'augmenter les prix, ça fait trop mal. C'est juste horrible. Pour l'instant, il n'y a que la 6700 XT d'AMD qui a subi cette augmentation, mais croyez-moi, si elle l'a subi, les autres vont suivre, hein. Il y a peu de chances que ça soit la seule à augmenter de prix. Donc, malheureusement, j'aimerais vraiment vous annoncer autre chose, mais ça risque d'être encore un mauvais temps pour les cartes graphiques pendant encore pas mal de temps. On a vraiment pas d'aperçu d'éclaircie à l'horizon. Donc, moi qui aimerais potentiellement changer de carte graphique, je vais encore devoir prendre mon mal en patience et, euh, et attendre. Attendre qu'un retour à la normale ou au moins un retour à une disponibilité accrue et des prix un peu plus corrects. Parce que là ça me donne envie de pleurer, hein. Petit point, c'est là qu'on pleure des larmes de sang. Petit point prix et stock. Et là, je vous avoue que, bon, d'habitude, on commence à 1000 euros. Et je pleure, parce que 1000 euros, c'est trop cher. Et qu'il n'y a rien de disponible avant. Là, pour une fois, il y a un modèle, un seul, qui est disponible avant les 1000 euros. Bon, celle d'après, elle est à 990 euros, hein, quasiment 1000. Mais le problème, c'est que cette carte Inno 3D, qui est une 1050 Ti, elle est vendue à 240 euros. Une 1050 Ti, les gars. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, j'ai clairement pas une 1050 Ti, sinon je peux vous dire que pour streamer, déjà, ce serait la PLS la plus totale. Mais j'ai une 1660 Super, qui est une carte très très bien et honnêtement suffisante pour jouer à tous les jeux de façon convenable. Elle est un peu moins pour jouer à tous les jeux en les streamant. Une autre histoire. Ça, c'est mon problème à moi. Mais une 1660 Super, ça tourne très bien sur les jeux, il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, si vous avez un matériel plus performant, vous aurez une expérience avec soit des plus beaux graphismes, soit plus d'images par seconde. Mais la 1050 Ti, c'est un matériel qui est quand même maintenant un peu dépassé. Alors oui, ça peut vous permettre de jouer à des jeux, mais pas à tous les jeux dans les meilleures conditions, hein, on va pas se mentir. Et en plus de ça, le prix, elle est à 240 euros. Moi qui ai une 1660 Super, je l'ai payé moins cher que ça. Alors à l'aide, au secours, faites quelque chose. Et bien sûr, après, les prix s'envolent, 990. Regardez, 990, 6700 XT. Et après, juste après 990, on fait quand même 240, 990, 1700. 1700 euros. Alors oui, c'est une 6900 XT, oui, elle est très performante, tout ça. Est-ce qu'elle vaut ce prix-là? Non, dans aucun monde. Et très peu de modèles disponibles. Un seul modèle en dessous des 1000 euros. Je suis désolé pour moi, celle-là, elle n'est pas en dessous des 1000 euros. Pour 10 euros près, elle n'est pas en dessous des 1000 euros. Un seul modèle en dessous des 1000 euros qui est un prix indécent. Je préfère vous le dire. N'achetez pas cette carte, elle a un prix indécent. Et après, on s'envole direct dans des cartes qui 1700 jusqu'à 2250 pour des 3080 Ti, qui n'est même pas la carte la plus haut de gamme. On a une 3090 au-dessus.
Une 3090, je rappelle, hein, pour, euh, pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire, la 3090 Founders Edition a été vendue en France par le circuit de vente traditionnel, hein, à 1550 euros. Aujourd'hui, une 3080 Ti, la moins chère, elle vaut quasiment 2000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je pleure, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas, y a pas d'autre mot. Je pleure des larmes de sang. C'est pas possible. Et voilà, des prix indécents, des disponibilités quasi inexistantes sur la plupart des modèles qui ne sont pas le segment ultra haut de gamme. Et même le segment ultra haut de gamme, on a des 3080 Ti qui valent plus cher que des 3090. Juste à l'aide. Bon, vu que je savais que j'allais pleurer des larmes de sang à l'infini, surtout quand j'ai vu cette 1050 Ti à ce prix indécent. Je rappelle, hein, ma 1660 Super, j'ai payé moins cher que ça. Euh, je me suis mis un petit truc pour redonner le sourire à la fin, parce que j'avais pas trop envie de finir sur cette note qui est tellement triste. Donc, je vous montre un truc, voilà, une petite config dans un des boîtiers que je préfère. Un jour, peut-être, c'est un peu un live goal. Un jour, j'aurai peut-être un de ces boîtiers, boîtier de la marque Lianli, hein, marque que j'apprécie hautement, mais qui fait clairement pas du matériel accessible, hein. On est plus sur du segment haut de gamme premium, mais très très classe, avec un super mode équipé de composants qui valent une blinde dernière génération. Voilà, mais ça claque, c'est beau. Un jour, j'aurai peut-être ce boîtier, j'espère. Si, si Lian Li voit ces images un jour, je vous adore. Envoyez-moi un boîtier. Merci. Mais, euh, mais voilà, on a une 3080, donc déjà 3080, bim bim. Alors là, il y a une petite erreur, hein. Alors soit c'est un i7, mais du coup pas 11900K, soit c'est un i9 et du coup 11900K, faut savoir. Euh, donc on se régale. Non, non, très 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 beau PC. Mais bon, voilà, hein, si vous voulez, ce PC, il doit valoir à peu près, au prix des composants à l'heure actuelle, bah déjà, la carte graphique vaut la moitié, la moitié du prix du PC pour un seul composant. Euh, donc ça fait mal, mais très stylé. Je vous adore, Lenny. Vous faites des boîtiers au top. Allez, on s'arrête là-dessus. On aura quand même fini sur une note un peu plus positive. On se sera fait plaisir sur les yeux pour la fin après avoir pleuré des larmes de sang. Fallait équilibrer, hein, parce que vraiment, quand je regarde les prix, les disponibilités, les cartes graphiques, ça me rend triste. Ça me rend triste, forcément. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez appris des trucs et que je vous ai donné envie de vous intéresser à l'actu tech. Même si je sais que la plupart des gens parce que bien sûr, il y aura une petite VOD pour YouTube, hein, comme d'hab. Et même si je sais que la plupart des gens ne vont pas jusqu'à la fin des VOD YouTube, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, faire des retours, tout ça. Je prends avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser des questions. Bah déjà, vous pouvez venir en live sur Twitch, hein. Ça me régalerait, bien sûr. Plus il y a de monde et d'interaction dans mon chat lors de ces points actu hardware, plus ça me régale. Et si vous avez d'autres questions, tech, machin, les réseaux sociaux, le Discord, tout ça, vous pouvez trouver les moyens de les poser. Il n'y a aucun problème. Je reviendrai avec des réponses ou je vous redirigerai vers quelqu'un qui est plus compétent que moi pour vous donner des réponses. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre petit point actu hardware avec des nouvelles news, on espère aussi riches qu'aujourd'hui et on espère des meilleures nouvelles pour les cartes graphiques, mais ça je suis pas méga sûr. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit point actu hardware.